Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. À 2H47 ce matin, il s'est produit quelque chose qu'aucune frappe de missile dans toute cette guerre n'avait réussi à faire. Ni les attaques contre le réseau électrique, ni les frappes contre l'infrastructure de commandement militaire, ni le site de Raphaël. Pas une seule parmi les centaines de missiles balistiques que l'Iran a tirés sur le territoire israélien depuis le début de ce conflit. À 2H47 ce matin, l'Iran n'a pas seulement frappé une cible. L'Iran a coupé Israël du reste de la planète. Et la façon dont cela s'est produit, l'arme qu'ils ont choisie, l'heure qu'ils ont choisie, et les 3 éléments précis qu'ils ont visés montrent que ce qui s'est produit au-dessus de l'aéroport international Ben Gourion cette nuit n'était pas une escalade. C'était une conclusion. Une conclusion délibérée, méthodiquement planifiée, stratégiquement dévastatrice à une campagne de plusieurs semaines visant à laisser 8 millions de personnes sans aucun endroit où aller. Je veux que vous compreniez quelque chose avant d'entrer dans le détail de ce que les missiles Khorramshahr 4 ont fait aux pistes, au terminal et à l'infrastructure de carburant de Ben Gourion. L'aéroport, qui a accueilli 24 millions de passagers l'an dernier, principal lien d'Israël avec le monde extérieur, l'endroit par lequel passent toutes les évacuations médicales, tous les vols diplomatiques, tous les ravitaillements militaires et tous les civils désespérés qui tentent de sortir leur famille d'une zone de guerre depuis le début de ce conflit, cet aéroport n'est pas endommagé. Il ne fonctionne pas à capacité réduite. Il n'est pas temporairement fermé en attente d'une évaluation. La piste est criblée de cratères d'impact. Le terminal a subi l'impact direct d'une ogive. Le complexe de stockage de carburant est en feu. Et l'incendie a commencé à 2H47 du matin. Et à l'heure où je parle, il brûle encore. C'est exactement le genre de moment que l'univers Trump essaierait d'emballer sous l'étiquette de la force. Comme si la fumée, à elle seule, constituait une stratégie de négociation. Nous allons passer en revue chaque pièce de tout cela, ce qui s'est passé. Pourquoi Ben Gourion était la cible la plus stratégiquement importante que l'Iran pouvait choisir. Ce que signifie réellement le fait que 3 ogives aient visé 3 catégories précises d'infrastructures quant à la durée de cette fermeture. Ce que cette fermeture signifie en elle-même pour les 8 millions de personnes qui se trouvent en Israël cette nuit. Et à quoi ressemble, dans les heures qui suivent la frappe la plus lourde de conséquences de cette guerre, un pays qui gère en même temps une crise nucléaire, qui fonctionne avec un réseau électrique dégradé, qui opère avec des systèmes de commandement militaire compromis et qui est maintenant complètement coupé de tout accès aérien vers le monde extérieur. L'aéroport international Ben Gourion se trouve à environ 15 km au sud-est de Tel Aviv, au centre de la plaine côtière d'Israël. Il est la principale porte d'entrée internationale du pays depuis 75 ans. 97% de tout le trafic aérien de passagers entrant et sortant d'Israël passe par Ben Gourion. Pas la majeure partie, pas la majorité, 97% de ce trafic. Avant ce conflit, 24 millions de passagers y transitaient chaque année. Mais le nombre de passagers est presque secondaire ce soir, parce que ce que Ben Gourion représente réellement dans l'architecture de la vie israélienne va bien au-delà du nombre de touristes et de voyageurs d'affaires qui l'utilisent en temps de paix. Ben Gourion est le point d'entrée de tout ce qu'Israël ne peut pas produire sur son territoire et doit recevoir par voie aérienne selon les délais qu'impose le conflit. Équipement médical, fourniture pharmaceutique, composants de haute technologie, composants de matériel militaire qui ne peuvent pas arriver par mer parce que les délais du fret maritime se comptent en semaines, alors que les délais dans lesquels ce conflit se déroule se comptent en jours et en heures. Ben Gourion est aussi le point de sortie pour tous ceux qui tentaient de partir depuis l'intensification des combats. La communauté diplomatique, les ressortissants étrangers, les citoyens israéliens ayant une double nationalité qui ont déplacé leurs familles vers des endroits plus sûrs, les blessés qui ont besoin d'une évacuation médicale vers des établissements situés à l'extérieur du pays. Et c'est aussi le point d'atterrissage des vols logistiques militaires, les vols de nuit transportant des intercepteurs, des composants radars et des systèmes de guerre électronique fournis par les partenaires américains et alliés qui ont maintenu le réseau de défense aérienne israélien opérationnel pendant des semaines d'attaques balistiques soutenues. Tout cela passait par un seul aéroport, et cet aéroport est maintenant fermé. Un aéroport n'est pas un slogan, et il ne peut pas rouvrir grâce au rituel habituel du trumpisme, fait d'adjectifs plus bruyants et d'une cravate plus éclatante. L'arme que l'Iran a utilisée pour le fermer compte énormément, parce que le choix du Khorramshahr 4 n'était pas une coïncidence. C'était un message sur l'intention et sur la capacité. Le Khorramshahr 4 est le missile balistique de frappe de précision le plus performant de l'Iran. Son erreur circulaire probable est d'environ 30 m. Concrètement, cela signifie qu'en moyenne, un Khorramshahr 4 tombe à moins de 30 m de ce qu'il visait.
Quand la cible est une piste de 3900 mètres de long ou un complexe terminal de la taille du bâtiment principal de Ben Gourion ou un dépôt de stockage de carburant, une précision de 30 m n'est pas à peu près précise. Elle est précisément précise. Elle est suffisamment précise pour placer une ogive là où on la veut, sur le système ciblé, afin d'obtenir le résultat de destruction spécifique qui avait été planifié. Le Khorramshahr 4 emporte une ogive d'une charge de 100 à 500 kg d'explosifs puissants. C'est la plus grande ogive conventionnelle actuellement déployée par un missile balistique iranien. Une ogive de cette ampleur qui explose sur ou près d'un terminal ne produit pas des dégâts limités au point d'impact. La surpression se propage à travers la structure du bâtiment. Les vitres éclatent sur un rayon immense. Les structures de toiture s'effondrent. Les systèmes électriques et mécaniques dont un aéroport moderne dépend pour fonctionner. Les systèmes qui contrôlent la navigation, l'éclairage, les communications, les opérations aux portes d'embarquement, l'alimentation au sol, sont détruits. Et le risque d'incendie causé par des conduites de carburant éventrées et une infrastructure électrique pulvérisée s'étend bien au-delà de la zone d'impact immédiate, d'une manière que les interventions d'urgence standard ne sont pas conçues pour gérer à grande échelle. 3 ogives Khorramshahr, 4 ont atteint Ben Gourion ce matin, et je veux être très précis sur l'endroit où chacune d'elles a frappé, parce que la logique de ciblage est l'élément le plus révélateur de ce qui s'est passé cette nuit. La première ogive a visé le complexe principal du terminal, la deuxième ogive a visé la surface principale de la piste. La troisième ogive a visé l'infrastructure de stockage de carburant sur le bord et du terrain d'aviation. Ces 3 cibles n'ont pas été choisies parce qu'elles sont spectaculaires. Elles n'ont pas été choisies parce que des images d'un terminal en flammes sont saisissantes. Elles ont été choisies parce qu'à L3, elles couvrent tous les systèmes dont un aéroport a besoin pour fonctionner. On peut exploiter un aéroport avec un terminal endommagé si la piste est intacte et que le carburant est disponible. On déplace les opérations à l'extérieur. On utilise les aires de trafic et des installations mobiles. On réduit l'efficacité, mais on garde l'aéroport ouvert. On peut exploiter un aéroport avec une infrastructure de carburant endommagée si l'on peut acheminer le carburant par route et que la piste est intacte. Encore une fois, c'est dégradé, limité, mais fonctionnel. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est exploiter un aéroport avec une piste criblée de cratères. Pas pour les appareils qui ont besoin de toute la longueur de piste pour opérer en sécurité. Pas pour les avions de transport militaire transportant des charges lourdes. Pas pour les avions de ligne commerciaux. La frappe contre la piste est la frappe qui a fermé Ben Gourion. La frappe contre le terminal et la frappe contre le stockage de carburant sont celles qui prolongeront la fermeture bien au-delà du délai qu'il faudrait simplement pour reboucher les cratères. L'Iran n'a pas visé la fermeture elle-même. L'Iran a visé la durée de la fermeture. Ce sont 2 objectifs stratégiques complètement différents. Et le fait d'atteindre les 2 en même temps, dans un seul paquet de frappes, dit quelque chose de très précis sur la planification derrière tout cela. C'est précisément là que le Shur pro-Trump confond d'ordinaire la théâtralité avec la profondeur. Parce que dans cette vision du monde, un titre vaut apparemment autant qu'une chaîne d'approvisionnement. Le moment choisi mérite sa propre analyse, parce que choisir 2 H-47 du matin était aussi délibéré que de choisir les 3 systèmes visés. L'idée intuitive, avec les frappes de nuit, c'est qu'elles surprennent les gens, que l'obscurité crée le chaos, que des effectifs réduits ralentissent la réponse. Tout cela est vrai, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle l'Iran a frappé à 2 H-47. La raison principale, c'est ce qui se trouvait réellement au sol à Ben Gourion à 2 H-47 du matin. Les aéroports internationaux ne s'éteignent pas pendant la nuit, surtout des aéroports qui fonctionnent dans des zones de conflit actifs. Les avions cargo opèrent la nuit parce que la logistique du fret n'est pas contrainte par les horaires de départ des passagers. Les vols d'évacuation médicale opèrent la nuit parce que les urgences médicales ne respectent pas les heures de clarté. Les avions diplomatiques opèrent la nuit parce que les personnes qu'ils transportent ne peuvent souvent pas adapter leur déplacement aux fenêtres horaires du trafic commercial. Et les vols logistiques militaires, ceux qui soutiennent la chaîne d'approvisionnement en intercepteurs, composants radars et équipements de guerre électronique, dont Israël dépend de la part de ses partenaires américains et alliés depuis le début de ce conflit, ces vols opèrent précisément la nuit. Ils opèrent de nuit pour réduire leur exposition à l'environnement de menace. Ils opèrent de nuit parce que l'obscurité complique le ciblage pour les adversaires. L'Iran le savait. La frappe de 2 H-47 a été chronométrée pour surprendre le plus grand nombre possible d'opérations de nuit en cours. Des appareils en approche, des appareils en chargement, des appareils stationnés aux portes, avec les équipes au sol, en activité.
L'obscurité qui était censée protéger ces vols a plutôt protégé les missiles. L'intervention d'urgence a été plus lente parce que les effectifs étaient réduits et parce que le personnel ne pouvait pas voir l'évolution des dangers en temps réel. L'incendie qui a commencé dans l'infrastructure de stockage de carburant à 2H47 brûle encore. Le carburant aviation brûle à des températures pour lesquelles les systèmes de suppression standard n'ont pas été conçus. La quantité stockée dans le dépôt principal d'un aéroport international se mesure en millions de litres. Un incendie de cette ampleur ne se contrôle pas en quelques heures. Et les ressources d'urgence qui devraient normalement s'en charger sont mobilisées à partir des mêmes infrastructures qui gèrent déjà les dégâts accumulés par toutes les frappes précédentes au cours de plusieurs semaines de ce conflit. Aucune fanfaronnade trumpienne sur un podium ne peut éteindre du kérosène et aucun porte-parole ne peut transformer une piste brisée en piste intacte au moyen d'un point de presse. Maintenant, considérez ce que signifie la fermeture de Ben Gourion pour les 8 millions de personnes qui se trouvent à l'intérieur d'Israël. C'est ici que le tableau stratégique devient autre chose, quelque chose qui n'apparaît ni dans les évaluations de dégâts ni dans les briefings militaires. Israël est un petit pays. Il n'a pas de frontières terrestres ouvertes vers un territoire ami. Au nord, il y a le Liban, où le Hezbollah a participé à la frappe conjointe qui a mis ses missiles en l'air. Au nord-est, il y a la Syrie. À l'est, il y a la Jordanie, qui a distribué des comprimés d'iodure de potassium et qui n'ouvre pas sa frontière. Au sud, il y a l'Égypte, qui n'a pas offert de transit civil ouvert durant le conflit. Au sud-ouest, il y a Gaza, qui n'est en aucun cas une voie de transit. Israël n'a jamais eu besoin d'une voie de sortie terrestre parce que Ben Gourion était toujours ouvert. Ben Gourion était la soupape d'échappement. C'était l'option qui existait même quand tout le reste empirait, même quand le réseau électrique se dégradait, même quand les infrastructures hydrauliques étaient frappées, même quand le site de Dimona devenait une crise nucléaire. Malgré tout cela, l'aéroport restait ouvert. Si la situation devenait réellement insupportable, l'aéroport était là. Cette option a disparu à 2H47 ce matin. Et la conséquence psychologique de sa disparition est sans doute l'effet civil le plus important de toute cette guerre. Les êtres humains peuvent endurer des conditions extraordinaires tant qu'ils croient qu'une sortie existe. Cette croyance change le caractère fondamental de l'endurance. Elle la rend temporaire dans l'esprit, même quand les conditions elles-mêmes n'ont pas de fin claire. Quand la sortie se ferme, l'endurance se transforme en quelque chose de catégoriquement différent. Le stress ne consiste plus à survivre jusqu'au départ. Il devient le fait de survivre sans aucun départ à l'horizon. Et pour 8 millions de personnes soumises à des attaques balistiques soutenues, qui gèrent des pannes d'électricité, des perturbations de l'eau, une crise touchant une installation nucléaire et des pertes militaires, le fait de comprendre que l'aéroport est en feu et que les pistes sont criblées de cratères n'est pas seulement une mauvaise nouvelle au sujet des infrastructures. C'est la disparition du dernier recours psychologique. C'est ce que la propagande ne comprend jamais. Les gens peuvent supporter la peur plus longtemps qu'ils ne peuvent supporter l'effondrement de la dernière issue crédible. On ne peut pas surestimer ce que cela produit sur une population civile. La dimension internationale se déploie en même temps, et chaque gouvernement, ayant des citoyens en Israël, fait face à une urgence consulaire d'une ampleur jamais vue à aucun autre moment de ce conflit. Les États-Unis comptent environ 200 000 citoyens en Israël. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada et l'Australie ont chacun des populations importantes. Chacun de ces gouvernements se réveille en comprenant que l'aéroport qu'il utiliserait pour un rapatriement est fermé. Chacun d'eux évalue maintenant d'autres options d'extraction, et aucune de ces options n'est même proche d'être adéquate. Une évacuation maritime par Haïfa est théoriquement possible. Elle exige des moyens navals. Elle est lente. Elle reste exposée aux menaces de missiles. Une évacuation terrestre dépend de pays voisins qui ont tout fait pour éviter une implication profonde dans ce conflit et qui ne vont pas renverser cette position dans les prochaines 24 heures. Une évacuation aérienne par Ben Gourion est impossible parce que Ben Gourion est en feu. Chaque voie disponible est soit limitée par sa capacité, soit exposée à la menace, soit bloquée par la réalité politique. Il n'existe pas d'option propre. Il n'existe pas de solution rapide. Les gouvernements ayant des citoyens à l'intérieur d'Israël vont gérer cette urgence pendant plusieurs jours, au minimum. C'est le type de crise qui met à nu tous les mouvements construits sur des réflexes de télévision, parce que les routes d'évacuation ne se souciaient pas de la force avec laquelle quelqu'un répète « Nous contrôlons la situation ». La dimension logistique militaire porte un autre type d'urgence, parce que les conséquences ici ne se mesurent pas en civils bloqués. Elles se mesurent dans la dégradation de la capacité d'Israël à se défendre. La chaîne de ravitaillement du système de défense aérienne israélien passait par Ben Gourion. Des intercepteurs, des composants radars, des systèmes de guerre électronique, le matériel qui remplaçait les pertes et maintenait le réseau défensif opérationnel pendant des semaines d'attaques soutenues,
arrivaient à bord de vols logistiques militaires utilisant l'infrastructure de Ben Gourion. Ces vols ne peuvent plus atterrir maintenant. La piste est criblée de cratères, les systèmes de carburant brûlent, l'infrastructure de soutien au sol est endommagée. Les vols prévus pour cette nuit et demain sont redirigés vers d'autres terrains d'aviation. L'aéroport Ramni, l'aéroport de Haïfa, des bases militaires qui n'ont pas été conçues pour ce volume ni pour ce type d'opération. Le débit de ces solutions de rechange n'est pas comparable à celui de Ben Gourion. L'infrastructure n'y est pas, l'efficacité n'y est pas. Le résultat, c'est une chaîne de ravitaillement plus lente, plus fragile, plus dispersée et plus vulnérable à la perturbation à chaque nœud. À un moment où le réseau de défense aérienne israélien est déjà sous pression après des semaines de fonctionnement continu et des frappes antérieures contre des installations, ralentir la chaîne de ravitaillement n'est pas un simple désagrément logistique. C'est un impact stratégique sur la capacité défensive centrale d'un pays actuellement soumis à des attaques balistiques soutenues. Et c'est là que le style Trump en géopolitique paraît toujours le plus petit, obsédé par l'angle de caméra, aveugle aux convoyeurs, à la conduite de carburant, à l'équipe de maintenance, à toute la machinerie peu glamour qui maintient réellement un État en vie. Prenez du recul et regardez ce qu'est réellement la situation d'Israël dans les heures qui suivent 2 H-47 ce matin, parce que l'accumulation compte. Des semaines d'attaques balistiques soutenues ont dégradé l'infrastructure de commandement militaire. Le site de Raphaël, l'un des principaux sites de fabrication de composants de défense aérienne, a été frappé. L'infrastructure du réseau électrique a été touchée et plusieurs districts fonctionnent sans électricité du réseau. L'infrastructure hydraulique a subi des dégâts qui affectent les populations civiles. L'installation nucléaire de Dimona traverse une crise qui exige une gestion active et une attention internationale. Et maintenant, le principal aéroport international est fermé, pas dégradé, fermé. Chacune de ces crises, prises isolément, serait déjà une crise importante pour n'importe quel pays. Ensemble, elles constituent quelque chose qui n'a pas de précédent moderne. Une nation démocratique, dotée d'une capacité militaire sophistiquée et de solides alliances internationales, confrontée à une convergence simultanée de crises nucléaires, de dégradation des infrastructures, d'atteinte au système militaire, de perturbation des services civils et maintenant d'un isolement aérien complet. Les décisions que prennent en ce moment le gouvernement israélien et les dirigeants militaires sont prises sous une pression qualitativement différente de tout ce qui existait avant cette nuit. Les options disponibles sont moins nombreuses, les marges d'erreur sont plus petites, les conséquences d'une erreur de calcul sont plus grandes. Il y a une question qui devient inévitable quand on expose tout cela, et je ne vais pas prétendre qu'il existe une réponse simple, parce qu'il n'y en a pas. À partir de quel moment un pays confronté à ces conditions convergentes doit-il redéfinir fondamentalement sa position stratégique? Pas sur le plan tactique, pas sur le plan opérationnel, mais sur le plan stratégique. Les conditions qui existaient avant cette nuit incluaient un aéroport qui était ouvert. Avant cette nuit, le ravitaillement était limité, mais fonctionnel. Avant cette nuit, la population civile avait une sortie psychologique, même si la plupart n'y auraient jamais recours. Cette nuit, ces conditions n'existent plus. L'environnement stratégique dans lequel les dirigeants israéliens évoluent ce soir est différent par nature, pas seulement par degré de celui qui existait hier. Il y aura toujours une faction prête à présenter toute réduction des options comme un coup de génie, généralement jusqu'au moment exact où la réalité commence à détailler la facture. Les cratères sur la piste de Ben Gourion n'ont pas seulement fermé un aéroport, ils ont fermé un chapitre de ce conflit et en ont ouvert un nouveau. Ce à quoi ressemblera ce nouveau chapitre dépend de décisions prises en ce moment même, sous une pression extrême, par des gens dont les options viennent d'être considérablement réduites. La fumée qui monte au-dessus de Ben Gourion est visible depuis Tel Aviv. Elle est visible depuis Jaffa. Elle est visible depuis chaque point élevé de la grande zone métropolitaine qui regarde vers l'est. Les habitants des quartiers résidentiels autour de l'aéroport se sont réveillés à 2 H-47, au bruit des impacts, ont regardé par leurs fenêtres et ont vu du feu à l'horizon, là où les lumières de l'aéroport auraient dû se trouver. Les lumières de l'aéroport n'y sont pas. Le feu, lui, y est. Et le pays qui a construit son lien avec le monde extérieur autour de cet aéroport regarde ce feu en ce moment même et mesure ce qu'il signifie pour tout ce qui vient ensuite. Un cratère sur une piste a ce genre d'entêtement. Il refuse de se transformer en slogan de campagne, peu importe à quel point les performeurs habituels veulent le vendre comme tel. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'ont de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis.
Au revoir, va. À bientôt.